Je suis le fondateur de l'Observatoire du conspirationnisme, qui est une association loi 1901 qui édite un site internet, un service de presse en ligne en fait, consacré à l'analyse critique des théories du complot et qui s'appelle Conspiracy Watch. Le conspirationnisme, c'est l'attitude qui consiste à attribuer abusivement l'origine d'un fait, d'un événement, à l'action malveillante d'un petit groupe d'individus accusés de comploter. Et le problème, c'est que ces accusations, elles sont à la fois sans preuve, et elles se font au détriment d'une explication plus plausible, plus rationnelle. En fait, le complotisme, c'est un moment du crime terroriste. On se sert de cette théorie du complot pour justement mobiliser les gens, les radicaliser, leur dire « Regardez, votre nation, votre religion, votre communauté, votre société, votre civilisation est menacée de manière imminente par un complot mondial extrêmement grave. Donc mobilisez-vous, levez-vous ». C'est ce qu'on voit dans des vidéos, par exemple, de recrutement djihadistes. C'est un discours qu'on entend également du côté de terroristes suprémacistes blancs d'extrême droite. Donc là, il y a quelque chose de tout à fait convergent. Ensuite, c'est un discours qui exonère en fait les tueurs, les criminels, de leur propre responsabilité, puisque eux ont le sentiment d'agir en état de légitime défense. Ils disent finalement, je ne fais que riposter, je ne fais que répondre à un complot initial que je viens déjouer, je n'ai pas d'autre choix que celui-là, et donc ça les libère d'une forme de mauvaise conscience par rapport à l'acte criminel. Et puis je dirais que dans un dernier temps, le complotisme, celui notamment qui porte sur le terrorisme lui-même, l'idée que les actes terroristes sont fabriqués, par des puissances obscures, des services de renseignement occidentaux par exemple, etc., soit pour piéger justement les vrais terroristes, qu'ils soient d'extrême droite ou djihadistes, soit parce qu'on les manipulerait, ils seraient que de simples marionnettes, des pantins comme ça, qui n'auraient pas vraiment conscience de ce qu'ils feraient. Eh bien ce discours-là, très particulier, il vient déréaliser en fait le terrorisme, il vient différer notre prise de conscience sur la nature du problème, et puis surtout, il vient victimiser ceux qui ont l'impression d'être, pour le coup, des boucs émissaires, des épouvantails, et donc il vient réamorcer la pompe à faire des radicalisés. On l'a observé, ça, à nombreuses reprises, notamment s'agissant des djihadistes, où on a dans des trajectoires comme ça, de djihadistes, des gens qui relayent sur les réseaux sociaux des contenus complotistes, y compris sur les attentats, et qui, en bout de chaîne, se retrouvent eux-mêmes à passer à l'acte. Et on pourrait considérer que c'est paradoxal, que c'est contradictoire. Non, en fait, c'est complètement logique. Ça s'inscrit dans une logique évidente qui est qu'il y a un complot contre vous, donc résistez à ce complot en passant à l'acte. Il y a un historien qui s'appelle Norman Cohn qui a consacré une partie de son œuvre à l'histoire des protocoles des sages de Sion, qui est un document antisémite qui décrit un vaste complot juif pour dominer le monde. Le titre de son livre, le livre de Norman Cohn, c'est en anglais « Warrant for Genocide », c'est-à-dire un passeport pour un génocide. Et voilà, le complotisme est un passeport, un permis de tuer quelque part, un passeport pour tuer, commettre des actes terroristes ou un acte génocidaire, parce que ça vient vous libérer de toute mauvaise conscience. Vous avez le sentiment d'agir pour une cause supérieure qui vient tout justifier, y compris le meurtre des innocents. Les différences entre les théories du complot qui sont crues par des djihadistes ou par des gens d'extrême droite, elles portent sur l'arrière-plan, sur en général qui est aux commandes du complot, dans quel but, etc. Les djihadistes vous diront il y a un complot contre l'islam et les musulmans. Il y a même une vidéo de recrutement djihadiste qui s'appelle comme ça, le complot contre l'islam et les musulmans. Et puis du côté de l'extrême droite, on va parler plutôt de complots mondialistes en vue de dissoudre la civilisation chrétienne, la race blanche. C'est vraiment avec cette terminologie-là hein, qu'ils pensent, qu'ils réfléchissent, qu'ils se projettent dans le monde. Donc on n'est pas sur les mêmes thèmes, même si parfois les figures qui sont accusées, les cibles de cette propagande,
peuvent être parfois les mêmes. C'est très souvent les juifs, par exemple, ou les francs-maçons, ou les mondialistes, etc. Et puis, ce qui est commun, évidemment, c'est la mécanique, la rhétorique, c'est-à-dire l'idée que le danger est imminent, que nous vivons des temps un peu apocalyptiques. On est à l'aube d'une révélation, d'un dévoilement. C'est précisément ce que veut dire le mot apocalypse, hein, le dévoilement. Et que tout se joue maintenant, et donc mobilisez-vous. Et n'hésitez pas à passer à l'acte, à commettre des crimes, y compris parce que ce ne sont pas vraiment des crimes. Dans les deux cas, par exemple, on théorise l'idée que les enfants ne sont pas innocents, qu'il faut savoir et tuer les enfants parce qu'on supprime une menace à venir. Et puis, là où les djihadistes combattent un ordre qu'ils estiment judéo-croisé, etc., les suprémacistes d'extrême droite vont, eux, dénoncer le génocide des Blancs, le grand remplacement. Le Great Replacement, c'est le titre qu'avait donné à son manifeste Brenton Tarrant, qui était ce terroriste australien qui a massacré des dizaines de musulmans à Christchurch en 2019. Et il justifie ses actes, encore une fois, par cette menace imminente et contre laquelle il faut savoir résister et prendre les armes. Ce qui revient beaucoup, c'est l'idée de la submersion migratoire qui serait planifiée par nos élites, à la fois médiatiques, politiques, intellectuelles, etc. Donc c'est qu'on appelle grand remplacement, ou plan Kalergi, ou génocide blanc, etc. C'est quand même toujours la même chose. On a ça chez Anders Breivik, le terroriste norvégien, en 2011. On a ça chez Brenton Tarrant, on a ça chez les terroristes américains, et chez des terroristes allemands qui sont passés à l'acte ces dernières années pour assassiner ou des juifs ou des personnes d'origine étrangère. Voilà, il y a cette idée que la culture occidentale, la nation allemande ou la race blanche va disparaître, et que si on n'agit pas et de manière extrêmement ferme, extrêmement violente pour l'empêcher, eh bien, ce sera la fin. Alors chez les djihadistes, c'est intéressant parce qu'il y a à la fois le rejet du complotisme qui est assimilé à l'idolâtrie, c'est-à-dire que le complotisme qui porte sur les actes terroristes eux-mêmes est complètement rejeté par l'État islamique ou Al-Qaïda, par exemple. Il y a une hostilité très grande aux théories du complot qui expliquent que le 11 septembre, par exemple, est un complot américain, puisque eux le revendiquent, ils s'en réclament. En revanche, il y a toute une culture indissolublement, je dirais, complotiste, antimaçonnique, antisémite, qui est d'origine occidentale, hein, américaine, européenne, et qui a été complètement intégrée à la propagande djihadiste, complètement. On parle dans la revue éditée par Daesh, par exemple, du judéo-maçonnisme. Et on explique que l'école de la République est judéo-maçonnique, elle encourage la fornication et l'homosexualité, que pour cela elle doit être combattue. On a chez des théoriciens d'Al-Qaïda ou des prêcheurs proches des frères musulmans la reprise du thème du nouvel ordre mondial, par exemple. Le nouvel ordre mondial, c'est un thème qui est né dans l'extrême droite américaine anticommuniste des années 50. C'est intéressant. Qui expliquait que Eisenhower était un agent stalinien, soviétique, qu'il allait transformer les États-Unis en dictature communiste. Bon. On a entendu les mêmes choses d'ailleurs au sujet de Barack Obama par la suite. Eh bien, ce thème du nouvel ordre mondial, qui a plus d'un demi-siècle aujourd'hui, hein, ça fait près de 70 ans qu'on en parle, il est repris à leur compte par les islamistes, qui soient modérés, frères musulmans pour une partie, ou salafistes, violents, djihadistes. Et donc on a Abu Musab al-Souri, par exemple, le théoricien d'Al-Qaïda, qui parle du nouvel ordre mondial, en le désignant comme un ennemi, comme un complot contre lequel il convient de résister. Je crois qu'on peut basculer dans le complotisme lorsque la réalité ou un événement particulier
vient percuter la représentation qu'on avait du monde, notre vision du monde. Et à ce moment-là, créer une dissonance cognitive très forte. Il y a deux manières en réalité. Soit vous changez vos croyances, vous faites votre mise à jour, soit vous partez plus loin dans la fiction, dans le délire. Et à ce moment-là, la théorie du complot peut être une béquille psychologique même. Parce que si vous êtes musulman par exemple et que vous constatez que des terroristes ont assassiné des dessinateurs au nom du prophète, c'est-à-dire au nom d'une des choses qui est peut-être la plus sacrée pour vous, il est difficile d'assumer cette information, il est difficile de l'accepter. La plupart l'acceptent, essaient de vivre avec, et puis une petite minorité va se dire mais non, ça n'a pas eu lieu, ça n'a pas existé, on nous ment. Et tout cela est en fait un complot pour nuire aux musulmans, à l'islam, etc. Voilà, la dissonance cognitive est résorbée, et à ce moment-là, on est dans un schéma victimaire, où on se pense comme victime, et on est prêt quelque part à la radicalisation. En tout cas, on est engagé sur le chemin de la radicalisation. Et ça donne des trajectoires absolument déconcertantes. Par exemple, Amel Sakaou, qui a été arrêté dans le cadre de l'affaire des bonbonnes de gaz en 2016, bonbonnes de gaz à proximité de Notre-Dame de Paris, donc dans une affaire de préparation d'un attentat terroriste islamiste. Lorsqu'on remontait ses traces sur les réseaux sociaux, sur les 18 mois qui précédaient, elle relayait régulièrement des contenus issus de sites complotistes, pas de sites islamistes ou djihadistes, de sites complotistes, expliquant que ces attentats sont en fait des false flags, c'est-à-dire des attentats sous faux drapeaux, donc des opérations de diversion, des mises en scène, organisées par qui? Par nos propres services de renseignement ou par les services de renseignement alliés, la CIA, le Mossad, etc. Comme si il fallait absolument nier la réalité, nier ce qui s'était passé. Mais voilà, ce qui est singulier, c'est de voir que quelqu'un qui relaye ce type de contenu finit par elle-même passer à l'acte ensuite, quoi. Le fil conducteur de tout cela, ce qui donne sa cohérence à ce type de trajectoire, c'est que c'est l'auto-persuasion qu'on est victime, et qu'on est victime d'une conspiration, d'une manipulation très grande et très obscure. Voilà.